Ah bah voilà. Donc Cécile, coordinatrice REP+, Vanessa en CM1, CE2, CM1, CM2 rural. D'accord. Bah, c'est gentil, merci et bonjour à Cécile, Vanessa, Christine et Stéphanie. En attendant que Sandrine lance l'enregistrement, je vais passer sur un deuxième tableau qui va vous permettre, alors en utilisant l'outil texte, de recueillir un petit peu vos idées, les demandes. Et concernant la classe inversée, alors on a préparé nous des choses, mais ça serait peut-être enfin, sur le fil conducteur de la présentation, si il y a des points sur lesquels vous voudriez qu'on insiste ou des choses qui vous paraissent peut-être intéressantes ou des questions qui vous viendraient concernant l'envie de se lancer, qu'est-ce qui vous donnerait envie de vous lancer, de savoir un petit peu comment faire, et puis quels seraient selon vous les freins. Donc je vous laisse 4-5 minutes pour prendre votre outil texte et puis noter. Alors vous notez, puis au fur et à mesure, nous on peut se permettre, enfin on peut le faire aussi, hein, on peut tous déplacer les textes au fur et à mesure sur le tableau de toute façon. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes par rapport à pour se lancer ou que ce soit en termes de freins, de questionnement? Ça peut être d'autres choses, on pourra mettre à part s'il y a des choses qui interviennent. Pour Clermont, si vous ne pouvez pas noter, vous pouvez aussi le mettre dans le comment ça s'appelle euh, Le dans chat. le chat en bas, et Le puis à ce chat. moment-là, on le fera, on le remettra dans le texte. C'est pas ça que je voulais Donc, faire. pendant ce temps-là, on peut peut-être se présenter, nous. Comme ça, on fait d'une pierre Ça deux va si coups. je te laisse te présenter? L'enregistrement est démarré, hein. Comment? Je te laisse te présenter, parce que je ne l'ai pas fait, mais je le ferai après. D'accord. Enchantée, bonjour à tous. Donc, Sandrine Descombes, je suis enseignante en CM2 dans une grande école à la Chapelle de Guinchay en 71. Je suis enseignante depuis 2001 et je me suis réellement lancée dans la classe inversée depuis 3 ans et demi, grâce à Adeline Champaillet qui m'a mise sur le fil de l'information via Carole Christophe, une enseignante qui a testé la classe inversée. J'ai ensuite contacté Soledad Garnier via madameflip.com et ensuite j'ai découvert Twitter et grâce à Twitter, j'ai pu me former et vraiment avancer dans ma pratique. D'accord. Alors, de mon côté, je suis Julien Crémouche, je suis enseignant en CM1, CM2 à l'école Henri Chaland à Nuit-Saint-Georges en Côte d'Or. Je suis enseignant depuis 2004 et je suis rentré en classe inversée il y a 2 ans et demi, après, enfin, en parallèle d'un travail sur la coopération aussi dans la classe. Et je suis rentré dans la classe inversée par le fait que j'avais un petit peu ras-le-bol de mon fonctionnement qui n'allait pas et j'avais eu des soucis une année. Et j'ai voulu me lancer, j'ai découvert un petit peu ça sur des blogs, notamment celui de Soledad. Et puis j'ai décidé de me lancer et c'est vrai qu'en 1 an et demi, ça a pas mal marché. Et le fait d'après d'être sur Twitter a permis de discuter et de développer un certain nombre d'échanges et en fait de partir, et c'est ce qu'on va présenter, d'une idée basique de la classe inversée ou de la pédagogie inversée à des choses un petit peu plus poussées où on va passer d'un système où on présente la classe avec vidéo à la maison et puis activité en classe à des choses un petit peu plus compliquées. Alors je vois qu'il n'y a pas de questions, personne n'a posé de questions, personne n'a quoi que Ah ce bah, soit à dire. Ah, comme déjà il y en bien, a qui ont j'allais rempli dans le formulaire aussi, peut-être peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire des redites. dans le formulaire, il y avait des choses concernant des sujets qui étaient peut-être pas les envies de se lancer ou les freins, mais qui étaient des questionnements sur les rapports avec les familles, le collège et puis tout ce qui pouvait être hiérarchie. Donc ça, on en parlera un petit peu en fonction du diaporama, des choses qu'on va présenter à un certain moment, ça risque d'arriver. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure de notre présentation à mettre votre petite main en haut à gauche, signaler qu'il y a une question. Ça nous permet de réagir et puis de pouvoir intervenir, vous laisser la parole ou laisser une petite question. Moi, je vais essayer de pas trop prendre la parole parce que je tousse pas mal, donc je ne vais pas vous casser les oreilles. Donc, je vais surtout laisser Bah, Julien tu la prendras diriger la de toute façon dans ta main. conversation. Je m'excuse d'avance. Alors, l'envie de se Oui, lancer, encore en train d'écrire. Euh, Fred, mais grosse envie d'aider tous les élèves en différenciant davantage. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on va présenter qui est un des moyens, comme d'autres, hein, mais en tout cas la pédagogie inversée le permet, donc on va en parler. Euh,
Alors, Romance qui voit pas forcément comment pouvoir allier pour l'instant la partie plan de travail coopération et puis la pratique de la classe inversée, notamment par Soledad. Donc ça, on va certainement aussi revenir dessus de toute façon. Amandine a envie de rendre les élèves plus actifs, augmenter la différenciation, entrer dans la démarche de co-construction. D'accord. Alors, bah, ça, c'est intéressant parce que c'est, enfin, pour ma part, mais je pense que c'est aussi le cas pour Sandrine, c'est un petit peu ça qui nous a amené à rentrer dans ce système-là. Après, les choses, c'est que bah, on a essayé, ça n'a pas forcément toujours fonctionné. Et puis, l'avantage, c'est que les échanges, les découvertes ou le partage d'autres ont permis de se rendre compte un petit peu de ce qui pouvait fonctionner, pas fonctionner, et puis d'évoluer. Parce que moi, c'est le cas aussi pour Sandrine, mais pour ma troisième année, quand quelqu'un vient dans ma classe, il ne verrait pas du tout la même chose que la première année. Et en fait, il y a une grosse évolution quasiment tous les ans pour aller dans encore plus de différenciation, encore plus d'activités des élèves réelles et puis rentrer dans des projets un petit peu plus élaborés. En termes de freins, Ce que je peux alors, ajouter, attends, je peux ajouter juste une chose aussi. Moi, ce qui m'a motivée pour rentrer dans ce type de pédagogie, c'est que dans le frontal, je n'arrivais plus à contenir ma classe. Je suis pas dans un milieu difficile. J'ai des élèves qui sont plutôt gentils et pourtant, je n'arrivais plus, quand j'étais face à eux, à les motiver tous et à les contenir quand ils avaient décroché, à les empêcher de jouer avec leurs crayons, de se balancer sur leur chaise, et j'avais l'impression de faire constamment la police. Donc ça m'a aussi donné l'envie d'essayer de nouvelles choses de façon à justement à trouver une sérénité dans le fonctionnement de la classe. alors, concernant les freins, alors l'accès Internet, il y a beaucoup de questions liées à tout ce qui peut être les outils numériques. Alors, nous, on va vous présenter nos fonctionnements où c'est vrai qu'on utilise pas mal le numérique, hein, mais en fait, on n'est pas obligé de systématiquement recourir à quelque chose de numérique ou à un site internet ou autre. C'est un moyen, mais il y a d'autres manières de le faire. C'est quelque chose qui peut s'envisager autrement. Euh, Michael Bertrand, qui est enseignant en lycée euh, en Côte d'Or, présentait une conférence il y a 2 semaines, et c'est vrai qu'il disait qu'au bout du compte, on a déjà été amené à procéder de la manière de pédagogie inversée en donnant des choses à faire à la maison en termes de lecture, et ensuite d'être en classe, d'avoir un retour pour que les élèves soient actifs, revenir sur ce qu'on a fait. Voilà. Donc ça, c'est déjà une porte d'entrée qui fait que le numérique n'est pas toujours un recours. Après, concernant, alors la deuxième chose, c'est tout ce qui est lié. Alors le numérique, on en parlera un petit peu parce qu'on présentera nos outils et on verra aussi que si on discute ou si on échange, on peut trouver chacun des solutions. Après, concernant les plus jeunes, le cycle 2 et 1. Alors 1, j'en ai aucune idée. Par contre, en cycle 2, il y a des collègues alors qu'on connaît, qui utilisent la classe inversée en CE1, en CP, je crois. Il y a Catherine Maurice dans les Vosges qui doit l'utiliser. Et donc l'intérêt, c'est qu'il y a des choses qui sont envisageables. Pour répondre pour l'histoire du cycle 1, moi, enfin, j'ai pas fait beaucoup de niveaux différents. J'ai fait des stages en maternelle et beaucoup de cycle 3. Et je me suis rendu compte qu'en fait, d'une certaine manière, ce qu'on fait là dans le principe de la pédagogie inversée, comme des fois dans la coopération, c'est qu'on va quand même prendre pas mal de choses qui sont maternelles. Voilà. Il y a beaucoup C'est ça. d'inspiration. Donc, je pense que c'est aussi ça. Après, hier, à l'apéro classe inversée, j'avais une collègue de cycle 1 qui est venue voir ce qu'il en était. Et elle disait que finalement, il faisait déjà de la pédagogie inversée, puisque de temps en temps, il passait des petites vidéos de travail sur le son, des choses comme ça. Et donc, il pouvait déjà commencer à travailler en autonomie sur des tablettes ou regarder une petite vidéo et avoir une petite mission avec un petit jeu derrière, et de façon à ce que les enfants gagnent en autonomie et s'investissent dans l'apprentissage pour qu'il y ait un retour après en groupe classe ou en petit groupe de ce qu'ils ont vu et découvert tout seuls. Donc a priori, c'est faisable. Il faut juste y réfléchir et je pense entrer tranquillement dans l'apprentissage du matériel et puis petit à petit augmenter les tâches en autonomie. J'ai mis plus loin dans le diaporama justement le lien d'une collègue de CE1 qui s'était lancée, donc Carole Christophe, où il y a une petite vidéo de la gestion de ses ateliers en classe. Si jamais après vous voulez aller voir, Alors, c'est plus là. ce qu'on fait aussi, ça sera enregistré, mais il y a tout un tas de choses qu'on présentera en termes de liens.
On vous enverra par mail un petit récapitulatif avec tous les liens parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas forcément montrer, on montrera des parties. Et l'intérêt, c'est que ça vous permettra soit de redécouvrir des choses et puis ensuite, si vous le souhaitez, alors soit par mail, soit via Twitter ou autre, de pouvoir nous reposer des questions, échanger enfin partager. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir partager des pratiques, se lancer ou donner des avis parce que si vous voulez lancer des choses, ça peut être aussi de donner un avis, faire un petit peu le point sur ces choses-là. Alors, on va peut-être lancer le, le PowerPoint. Alors, ouais, il faut qu'il charge. Donc, la présentation, après les choses qu'on a faites en termes de présentation, l'objectif, c'est de parler de nos organisations, nous, dans nos deux classes, alors de CM. Euh, Ça sera ensuite de parler de ce qui est la deuxième partie de la classe inversée qui va vers la classe renversée, de parler de deux choses particulières qui sont les tâches complexes et mini-flips. Et puis parler, alors ce qui était demandé tout à l'heure en termes de ressources, et revenir un petit peu, nous, mais aussi vous, par rapport au questionnement, sur tout ce qui pourrait être les atouts et les freins. Euh, donc, ce webinaire, il est inscrit dans le cadre de la semaine de la classe inversée, qui est une action mise en place par l'association Inversons la classe, qui a pour but de partager les pratiques des enseignants qui font de la classe inversée, de présenter des outils pour ceux qui veulent se lancer, d'aider les enseignants qui souhaitent se lancer, alors via un site, et puis via des groupes de collègues qui discutent ensemble, qui proposent des aides, qui proposent des conseils, et puis qui partagent leurs travaux ou qui accueillent d'autres enseignants dans leur classe. Donc l'intérêt, c'est qu'on est inscrit dans cette logique-là, c'est de pouvoir partager, présenter, et puis bah, par exemple, cette semaine, on ouvre aussi nos classes pour montrer ce qu'il en est dans la réalité du quotidien de la classe. Donc oui, Sandrine Mété, si vous avez, n'hésitez pas à mettre, s'il y a des questions, ça permettra de revenir dessus. Et donc l'association, elle a pour but de faire connaître cette pédagogie dans les classes, de mettre en avant le fait de la formation ou de partage entre pairs, et puis aussi bah, l'occasion de se faire connaître au niveau national. Donc, on vous présentera et on vous mettra le lien vers le site internet qui permet d'avoir accès à un certain nombre de choses, et dont des ressources et des choses partagées par d'autres enseignants. Et à terme, il est prévu, c'est en cours de développement, euh, la mise en place d'une plateforme où les enseignants pourraient créer leur support de classe inversée en récupérant des vidéos et en faisant une petite séquence pédagogique. Donc, c'est quelque chose qui va se mettre en place et qui permettra d'aider ceux qui veulent se lancer en termes de pédagogie inversée. Alors, pour commencer, l'intérêt, c'est de faire un petit peu ce que c'est ou ce que c'est pas la classe inversée, puisqu'on a, et moi le premier, quand on est rentré dans cette pratique-là, on a une idée, on a entendu des choses, on a vu des choses, et puis après, il y a aussi la réalité, et notamment aussi la particularité du primaire. Donc, c'est pas le fait de nous remplacer par des vidéos, c'est pas juste avoir des cours en ligne, euh, c'est pas quelque chose, même si ça peut avoir l'air quand on visite la classe, quelque chose qui est désorganisé en classe. Alors ça, je pense que ça peut être une impression que d'autres ont dans d'autres classes où on va avoir d'autres fonctionnements avec beaucoup d'ateliers ou en coopération. Ça peut être aussi des fois des impressions qu'il y a, mais c'est pas du tout désorganisé. Et puis, c'est pas quelque chose d'isolé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, ou dans nos pratiques, en tout cas, c'est quelque chose qui va avoir du sens, on va pas faire une séance pendant une fois et puis passer à autre chose, mais ça va être construit sur le long terme. Ce qui fait qu'au bout du compte, bah, la classe inversée, c'est plutôt le fait de déplacer une partie de tout ce qui va être cours magistral en dehors de la classe, alors de manière, notamment nous, par vidéo, par capsule vidéo, mais ça peut être d'autres manières, avec des textes, avec des recherches, des outils, mais en tout cas, c'est la partie présentation en dehors de la classe et le fait de pouvoir être dans le temps de classe, disponible pour les élèves, pour les aider, différencier, personnaliser, et puis bah, favoriser les interactions entre élèves pour créer du sens dans ces choses-là. Donc, ce qui fait que c'est aussi de nouvelles interactions. Et pour parler à Romance qui travaille avec des plans de travail, ça ressemble étrangement à ce qu'on fait. Voilà. Enfin, moi, c'est le hasard. Je suis rentré à la fois dans un système de plan de travail et de classe inversée. Je croyais que c'était un petit peu antinomique, mais au contraire, ça se complète très très bien. Donc, c'est une occasion
au quotidien d'avoir du temps, puisqu'on est dans un moins de temps magistral. Ça nous permet d'avoir plus de temps et donc de pouvoir différencier, soit pendant le temps de groupe, soit à d'autres moments où on va être plus disponible. Et par exemple, on va, n'étant moins dans une posture magistrale, avoir du temps pour s'intéresser à des groupes en fonction des besoins et des élèves ponctuellement. C'est aussi pour les élèves, des élèves acteurs de leurs apprentissages, producteurs de ressources, et on va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie, où on n'est pas que dans la vidéo à la maison et puis les exercices en classe. Et puis, il y avait une question qui était apparue dans le formulaire. Est-ce que c'est possible dans toutes les matières? Alors, dans le secondaire, toutes les matières sont concernées. Il y a des profs qui font de la pédagogie inversée dans toutes les matières, que ce soit la musique, le PS, le français maths, l'histoire géo. À l'école élémentaire, c'est aussi envisageable. Pour ma part, c'est aujourd'hui limité au français mathématiques parce que ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai essayé un tout petit peu en sciences, mais par exemple, Sandrine fait autre chose. Moi, je m'en sers aussi en histoire, en géo, j'en ai fait en sport aussi, mais c'est pas forcément systématique par contre. Donc, c'est quelque chose qui, de toute façon, est envisageable. Après, c'est aussi à voir. L'avantage de le faire, enfin de se lancer, c'est qu'on peut se lancer sur quelque chose sur lequel on est à l'aise parce qu'on va avoir des moyens de se lancer. On peut se préparer sur un sujet, sur une leçon, sur une matière, quelque chose qui nous convient, se lancer et puis après, voir ce qu'on va en faire, essayer, voir ce qui se passe pas, si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas et un petit peu voir comment les retours qu'on peut avoir de ça. Alors, on va passer à la deuxième partie qui, je ne sais pas s'il y a des questions sur la présentation générale de la classe inversée, mais qui va être la partie liée plutôt à nos organisations à nous, dans le premier degré. Alors, sachant que nos organisations, c'en est deux parmi d'autres. Et pour ceux qui suivent un petit peu sur Internet, on est passé de la classe inversée à quelque chose qui est aujourd'hui les classes inversées. Et il y a quelque chose qui ressort régulièrement maintenant, c'est qu'en fait, il y a autant de classes inversées qu'il y a de personnes qui la pratiquent. Et par exemple, pour en discuter maintenant beaucoup avec Sandrine, je me rends compte qu'on n'est pas rentré de la même manière dans la classe inversée, donc on ne la pratique pas forcément de la même manière, et que on n'a pas pensé les choses de la même manière dans notre organisation. Donc Sandrine va nous présenter un petit peu les fonctionnements de nos deux classes. Pour certains, vous avez vu la vidéo Amicalement Clis, donc on va la reprendre pour pouvoir répondre un petit peu aux questions que vous avez posées dessus. Donc je passe, alors attendez, je fais comme ça, hop. Alors, bon, c'était un petit jeu, hein, donc ça c'est une création de capsule. Alors une capsule, oh mais il fonctionne en plus. Pardon, je savais pas qu'il allait être lu. Donc la capsule, c'est une petite vidéo qui a un rôle important dans la classe inversée, mais qu'on peut fonctionner sans la vidéo. Et ici, vous avez assisté à une capsule de mise en bouche, c'est-à-dire qu'on vous a présenté un thème qui vous a permis de vous interroger, mais on n'a pas apporté de compétences et de connaissances particulières. Ça nous a permis d'ouvrir la discussion. Donc la capsule en classe inversée, elle peut être un point de départ, comme on le connaît souvent. Elle peut intervenir au milieu. Elle peut aussi être en finalité parce qu'on peut demander de la créer aux enfants, de la faire créer par les élèves. Euh, la capsule, évidemment, elle n'est pas utilisée qu'en classe inversée. Elle est utilisable par tout un tas de pédagogies. Et je voulais juste ajouter que la classe inversée n'est pas la pédagogie miracle, qu'en classe, il faut varier les pédagogies et que c'est une entrée pour permettre à certains élèves qui n'accrochent pas dans d'autres situations de s'investir différemment. Donc, dans notre classe inversée, on a des points communs et on a des différences, vous avez pu le voir. Donc, on a un point de départ et souvent ce point de départ est le même pour tous les inverseurs. C'est-à-dire que quand on se lance en pédagogie inversée, eh bien, on commence par cette étape-là, on se l'approprie tranquillement et ensuite on élargit notre façon de faire à de nouvelles situations et on renforce tout ce qu'on a fait avec de nouveaux projets. Donc, Julien et moi, à la maison, on donne à chaque enfant des devoirs, dont une vidéo à regarder. Cette vidéo est suivie d'un formulaire en ligne
que les enfants doivent remplir. Et dans ces formulaires, il y a des petites questions qui ne sont absolument pas des questions pièges. Elles servent simplement à voir ce que l'enfant a compris de la vidéo ou pas. Donc, ça peut être un QCM, ça peut être une petite question fermée, une petite conjugaison à faire pour voir s'il est capable déjà de réinvestir un petit peu ce qui lui est proposé. Et ensuite, tous les deux, on demande à l'enfant un retour en classe sur cette vidéo. Alors, Julien, il demande une prise de notes, ça peut être des questions, il encourage la carte mentale, alors que moi, j'oblige à faire une carte mentale. Et cette carte mentale servira de leçon à l'enfant. C'est-à-dire que je ne donne pas de leçon tapée. C'est lui qui l'a construit, c'est lui qui l'a mis en forme. On a des codages particuliers avec un petit tampon pour le mettre en avant. On l'enrichira le lendemain en classe. La différence, elle se fait après en classe, lors des ateliers. Il est important d'avoir un retour sur ce que l'enfant a compris et aussi de pouvoir faire un réinvestissement dans la foulée. Alors, nous, on fait comme ça. Maintenant, je sais qu'il y a des collègues qui font un petit QCM à l'arrivée pour voir ce que les enfants ont retenu. Il existe tout un tas de solutions. Donc, tous les deux, on pense qu'il est primordial de faire une petite reprise de la leçon en groupe avec nos élèves. Et ça nous permet de passer du temps avec chacun de nos élèves. C'est-à-dire que dans une pédagogie classique, moi, j'avais l'impression de travailler plutôt pour les élèves en difficulté, d'être toujours avec eux au fond de la classe parce qu'il fallait les relancer et les accompagner. Et puis, j'avais tendance à oublier mes très bons élèves, ceux qui avaient compris, parce que pour eux, ça roule, donc on a moins de temps pour eux. Dans cette situation, comme j'ai la chance d'avoir que 24 élèves, j'ai des groupes de 6, ce qui me permet une interaction avec chacun d'eux. Et du coup, le dialogue n'est pas le même, les questions sont différenciées puisque c'est selon les besoins des enfants, selon les résultats du formulaire. Et on peut aller parfois plus loin avec les élèves qui ont compris et qui mettent déjà en place des stratégies. Julien propose un deuxième atelier de manipulation au TBI avec autocorrection. Moi, je n'ai pas de TBI. Je propose une manipulation par des jeux débranchés en groupe. J'ai une très mauvaise connexion Internet, donc je ne peux pas être sûre qu'à chaque séance, Internet fonctionne. Donc, si jamais mon atelier numérique plante, eh bien, j'ai ce recours-là et je peux proposer une situation. Dans les deux cas, on demande aux élèves de travailler en collaboration. Les groupes sont faits de façon à ce que à chaque fois, il y ait des élèves qui aient compris pour qu'ils puissent aider ceux qui sont en difficulté dans leur stratégie, dans leur correction, dans l'autonomie qu'on leur demande dans l'atelier. Julien dit que la prise de notes, c'est au brouillon ou sur l'ardoise. Il ne faut pas hésiter à couper, Julien, parce que Oui, non, je n'ai pas coupé parce qu'en fait, c'était Fred qui demandait est-ce qu'on faisait, quel était le support qu'on utilisait pour les cartes. Alors, moi, je mettais que ce n'était pas un support qui était important. Par contre, en fonction de certaines leçons, j'allais, si c'était intéressant et si ça valait le coup, si leur carte était intéressante, la reprendre, leur faire mettre au propre et coller à côté de ma leçon. Voilà. Et puis, il y d'accord. a Alors que Romance qui moi, demandait. la mienne est faite sur une feuille A4, type carte mentale, et je leur demande tout de suite, donc ils peuvent faire une carte mentale au brouillon, mais il faut qu'ils arrivent avec une carte mentale propre, qui respecte les critères, sur laquelle on pourra retravailler le lendemain. Et c'est collé après dans un cahier de leçons, il y a un sommaire, et ensuite on peut s'y référer tout au long de l'année. Il y a Romance qui Pardon. demandait aussi comment on gérait les leçons. Est-ce qu'on faisait toutes les leçons de l'année de cette manière-là? Est-ce que c'était géré en fonction des besoins? Alors là, on a un fonctionnement complètement différent. Moi, par exemple, quand je me suis lancé, je me sentais pas à faire des leçons à la carte en fonction des besoins. Et en fait, je vais avoir un système où toutes les semaines, je vais avoir une leçon de français et de mathématiques, par exemple. Et sur mon année, en termes de progression, et c'est lié à tout ce qui va être, moi, en termes d'évaluation, ce qui va être lié à mes ceintures. Par contre, Sandrine l'a présenté, c'est pas du tout le même fonctionnement. Alors quand j'ai commencé, j'ai été au rythme de 1 à 2 capsules par semaine de leçons avec des séances de réinvestissement. Et aujourd'hui, mes leçons, elles arrivent en fonction des besoins de mes projets.
Donc là, pour l'instant, on n'a fait que 12 leçons en classe inversée parce que tous les jours, on a des rituels et je me sers de ces rituels pour introduire des leçons, pour les réinvestir. Et puis, nous, en cycle 3, en CM2, on a quand même beaucoup de leçons de révision, on a très peu de découvertes. Donc, c'est quelque chose que je peux faire au quotidien. Mes projets aussi sont des prétextes pour que les enfants construisent leurs leçons et c'est plus à moi de les amener. Donc finalement, plus j'avance dans mon expérience en classe inversée et moins j'inverse dans le type qu'on vous présente là aujourd'hui. Je le garde parce que c'est important quand même et je suis sûre que tous mes élèves ont vu les leçons qui me semblent être primordiales au moment où on en a besoin. Euh, Parce que parfois, il y en a qui n'en ont pas besoin. Donc, c'est pas la peine de perdre du temps où on réactive rapidement en classe et puis on avance. Donc, moi, je reviens sur l'organisation des ateliers le lendemain. Donc, ensuite, on a un troisième atelier commun avec Julien. C'est-à-dire que là, on a un atelier numérique individualisé. Les enfants sont sur les ordinateurs ou sur les tablettes et on leur propose des supports différents. Et là encore, il y a de l'autocorrection. Il est extrêmement important que les élèves puissent avoir un retour immédiat sur ce qu'ils font, aussi bien en jeu débranché qu'en exercice numérique, parce que du coup, ils s'interrogent tout de suite sur leur procédure. Quand ils n'ont pas compris, ils peuvent demander l'explication immédiatement à un copain. Et du coup, on ne perd pas de temps à essayer de rassembler les stratégies le lendemain, le surlendemain. Souvent, ils ont oublié même. Hein, donc, pour nous, c'est un peu plus compliqué comme ça. Alors, Et puis, je prévois un... Pardon. non, vas-y, finis. Je ferai juste deux petites choses après. Ensuite, moi, j'ai un quatrième atelier. Donc, mes temps d'atelier sont un petit peu durent 1 heure en général. Et j'ai un temps de réinvestissement sur le cahier. Alors, ça me permet d'avoir une petite trace de ce qu'ils sont capables de faire à la fin de l'heure. Et puis, il ne faut pas se leurrer, les parents sont quand même en demande d'un retour de ce qui se passe en classe. Et jouer, manipuler, pour eux, ce n'est pas du travail. Donc, ça permet d'avoir une petite trace assez courte, hein, puisque c'est que 15 minutes. Donc là, généralement, je leur donne un petit polycopier de façon à ce qu'ils aient fait un maximum d'exercices sans avoir perdu du temps à recopier. Donc là, j'ai une collègue qui m'avait dit, oui, les élèves n'écrivent plus. Donc ce n'est pas vrai, ils n'écrivent pas plus, mais ils écrivent autrement avec d'autres situations. Et dans ce genre de séance, bah oui, on n'écrit pas, on joue, on s'amuse, on discute et on essaye d'évoquer les différents problèmes qu'on rencontre. Et puis, je prévois un 5e temps. Alors, cette année, par exemple, ce temps-là, j'en ai pas eu besoin parce que tous mes élèves sont équipés d'Internet. Tous mes élèves font leur travail. Et donc, je prévois quand même un temps de secours pour l'élève qui pourrait arriver le matin en me disant je n'ai pas réussi à faire mon travail, j'ai été coupé ou j'ai été chez mamie, on a eu un imprévu. Et donc, il peut s'isoler dans la classe, prendre un ordinateur, créer, regarder la vidéo et créer sa carte mentale. Et ensuite, pardon, ensuite il réintègre les ateliers en passant tout de suite auprès de la maîtresse pour vérifier ce qu'il a entendu et compris euh, pardon, de la leçon. Je suis désolée. Donc, c'est assez important. On fait tourner les élèves. Donc, moi, par exemple, je fais toujours tourner les élèves en difficulté en premier vers moi et les élèves qui ont l'air d'avoir compris sur le cahier de façon à permettre à ceux en difficulté d'avoir un retour immédiat, ensuite de manipuler pour arriver sur l'exercice un peu stressant qui est celui du cahier. Voilà. Tu voulais dire, Julien? Bah, en fait, je voulais juste revenir sur une petite chose concernant les ateliers. En fait, je me rends compte qu'on ne fonctionne pas forcément de la même manière. Et moi, notamment, l'organisation de mes 3 ateliers, c'est tournant. Et j'utilise les formulaires, les réponses des élèves. Et j'ai des groupes homogènes. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves vont faire les 3 mêmes ateliers. Mais je vais avoir un groupe plutôt faible, un groupe plutôt moyen, un groupe plutôt bon. Et je vais, moi, commencer par le groupe qui est le plus faible. Et les autres vont continuer tout seuls et je les récupère qu'à la fin. Ce qui fait que des fois, la différenciation, moi, je la fais déjà là et je ne vais pas forcément dire toujours la même chose au même groupe. Et surtout, quelque chose qui apparaît beaucoup avec ce travail-là, que ce soit dans les ateliers de manipulation ou moi, en termes d'entraînement autocorrectif en ligne, ils sont toujours par deux. C'est-à-dire qu'il y a systématiquement discussion, confrontation, explication, argumentation.
et un vrai travail de coopération pour résoudre un problème de manipulation ou pour répondre à une question. Et c'est quelque chose qui est systématiquement développé et mis en place, en fait. Alors, si je rebondis sur ce que tu as dit, donc les ateliers, c'est vraiment un moyen de différenciation important et facile à faire. Effectivement, quand les enfants passent vers nous, déjà, on n'explique pas les mêmes choses et on répond à leurs besoins immédiats. Ensuite, par l'intermédiaire des exercices qu'on sélectionne au niveau du TB, alors moi, au niveau du numérique, j'ai sur mon blog les activités et je peux diriger certains élèves vers une activité particulière. Au niveau des jeux, j'essaye d'avoir dans mes jeux une progression, c'est-à-dire que par exemple, demain, on va travailler sur les angles, je vais leur donner des angles à comparer. Donc, je vais mettre tout un tas de situations en place d'angles particuliers. Donc, les élèves en difficulté vont prendre les angles qui leur semblent faciles à comparer en premier. Et puis, plus ils vont dans le temps pouvoir. Attendez, je recommence. Les élèves en difficulté vont prendre les angles qui leur semblent faciles. Les élèves qui sont un peu plus à l'aise vont prendre des angles un peu plus difficiles à distinguer et mettre une nouvelle stratégie en place. Du coup, ils vont l'expliquer aux élèves qui sont peu à l'aise. Et puis, le nombre de situations proposées eh bien, est très important. Comme ça, les enfants en difficulté vont en faire peut-être 4, 5. Et les enfants qui seront très à l'aise, eux, ils pourront arriver à 20, 25 situations à comparer. Et donc là, c'est aussi une différenciation en termes de niveau d'exigence et en termes de nombre, ce qui permet à tous de faire la même activité, mais quand même qu'elle soit adaptée à son niveau. Et pareil pour les exercices sur le cahier, on peut également distribuer des exercices différenciés. Voilà, donc ça avait été une question qui était posée. La base de la vidéo est la même, mais après, ce qu'on en fait est différent selon les enfants. Et donc, pour répondre à Fred, par exemple, mais c'est le principe, les formulaires, ils servent réellement à ça. Le formulaire auquel les élèves répondent nous donne une idée du niveau de compréhension, de savoir un petit peu où ils en sont, ce qui fait que soit ça nous permet d'organiser des groupes, soit ça nous permet de nous dire qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, qu'est-ce qu'ils avaient déjà maîtrisé tous ou pas, et ça permet d'adapter un petit peu notre discours le lendemain. Et c'est vrai que, par exemple, moi j'ai des élèves qui viennent de plusieurs classes l'année d'avant, et ça permet de savoir un petit peu où en est chacun et de cibler les besoins, alors que des fois, je me rends compte qu'il n'y a pas du tout besoin d'expliquer, que ça va très vite. Il y a Stéphanie qui levait la main, là. Dis-nous, Stéphanie. C'est une question? On n'entend pas. Il faudrait vous On vous approcher entend du pas. micro. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui, très bien. Oui. Est-ce que c'est mieux? D'accord. Donc voilà, ma question, c'était par rapport au plan d'atelier dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que les plans d'atelier sont différents des plans de travail? Alors, Pour ma part, oui, parce que les plans d'atelier, ils sont que pour 1 heure. Donc, c'est un mini plan de travail sur 1 heure. Après, pour toi, Julien? c'est exactement ça. Moi, j'ai un plan de travail qui va suivre l'élève pendant une semaine sur les activités, mais ce temps d'atelier, c'est à part. Moi, ils sont prévenus en début de temps d'atelier de qui va où. J'ai un affichage au tableau. Moi aussi, j'ai pas pris de photo, c'est dommage, j'essaierai de vous mettre une photo. Et là, Roman se pose la question de, ça m'est arrivé hier, sur mes 24 élèves, j'en avais 11 qui n'avaient pas rempli le formulaire. Donc, la première question quand on regarde le formulaire, c'est ont-ils fait leur travail? Ont-ils déjà visionné la vidéo? Parce que s'il y a 11 élèves qui n'ont pas visionné la vidéo, forcément, ça complique la situation en classe. Donc ça, c'est la première question qui arrive le matin, après leur avoir dit bonjour et avoir fait l'appel. Qui n'a pas pu regarder la vidéo? Et il s'est trouvé qu'hier, tout le monde avait fait son travail. Écoute, je pars du principe que peut-être ils n'ont pas compris. Donc, je répartis mes élèves qui n'ont pas rempli le formulaire dans des groupes avec des élèves qui ont compris, de façon à ce que si jamais ils étaient en peine, eh bien, je sois sûre qu'il y ait quelqu'un pour lui expliquer la situation. Parfois, mes groupes sont très homogènes parce qu'il arrive qu'il y ait des notions qu'ils ont tous compris. Donc là, je les laisse faire leur groupe seuls. Je n'influence pas la situation, à part si je sais que ça va chahuter. Il y a certains élèves que je vais séparer, mais autrement, voilà. Parfois, je fais comme Julien, mes groupes sont hétérogènes par niveau, et d'autres fois,
je mets exprès des élèves en difficulté auprès d'élèves qui ont bien compris pour qu'ils ne soient pas perdus. C'est vraiment variable et en fonction de vos besoins. Oui, le temps d'atelier est uniquement sur la notion du jour, si c'est ça. Pour moi, c'est ça. Ça va là, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Non, on peut continuer? Oui? Alors, donc là, je vais te laisser, Julien, expliquer ton fonctionnement sur le reste, ce qui suit. Excusez-moi. La, la- la semaine suivante, moi, il va y avoir un travail qui va se mettre en place, alors je vais présenter tout à l'heure, qui est le projet monté par Soledad Garnier qui s'appelle Miniflip, où en fait les élèves, on va passer ils sont juste acteurs à vraiment producteurs de quelque chose. Donc systématiquement, la semaine d'après, j'utilise l'application, alors je la présenterai tout à l'heure, Clicker, ce qui permet de voir rapidement où ils en sont en termes de QCM et de mettre en place des groupes pour travailler sur la production de quelque chose. Et puis, pour l'utilisation, en fait, les semaines suivantes, mes élèves vont avoir des exercices à faire de réemploi de la notion dans leur plan de travail via des exercices d'application. Et ils vont pouvoir, à terme, valider la maîtrise de la notion via les ceintures de compétences. Donc, c'est tout lié et ça fait que la notion est reprise la semaine suivante et régulièrement pendant plusieurs semaines avant de réussir à la valider par une évaluation. Alors chez nous, les séances de classe inversées, elles sont en fonction des gros projets et pas forcément en fonction de. J'utilise aussi les ceintures de compétences, mais elles n'arrivent pas forcément au moment où on va la découvrir dans la ceinture de compétences. On peut l'avoir déjà travaillée avant et des élèves qui vont vite peuvent aussi l'avoir vue toute seule. Généralement, moi, mes séances de classe inversée sont sur des révisions, ce qui fait que les enfants ont déjà des notions, ce qui n'empêche pas du coup de commencer un travail sur des ceintures de compétences en révision. Donc, systématiquement, tous les matins, on a une séance de rituel où on fait de l'analyse de phrases, on fait de la transposition, on transpose une phrase du présent au futur, du singulier au pluriel et ainsi de suite. Donc, ça me permet soit de réexpliquer des notions qui sont importantes, soit d'introduire des nouveaux cours. Le prédicat, par exemple, l'année dernière, j'ai pas eu besoin à aucun moment de l'année de faire une leçon parce que comme on en a parlé tous les jours, les enfants à la fin, je leur ai dit bon bah maintenant il faut qu'on fasse le prédicat. Ils m'ont dit on le sait déjà, c'est pas la peine. Je dis bah montrez-moi que vous savez déjà, on fait un petit exercice. Et effectivement, ils avaient tous compris. Donc, dans ces cas-là, je provoque pas une situation artificielle de révision puisque c'est acquis. En sachant qu'en plus, nos ceintures de compétences, alors j'en ai plus, mes ceintures sont construites avec plusieurs personnes. Déjà, j'utilise un petit peu pile à pile. Et puis, nos ceintures sont construites de façon à ce que ce soit curriculaire et à chaque fois, on reprend une notion et on l'approfondit et on complète et surtout, on brasse sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt les notions. Donc, Pidati le fait, le collectif Ceinture de compétences le fait aussi. Nous, on a adapté simplement à notre progression d'école. Et du coup, les enfants, eh bien, ils peuvent en avoir besoin avant et ils peuvent en avoir besoin après, mais ils ont le cours, soit vidéo, soit le cours sur cahier, soit ils me demandent et moi, je leur explique individuellement la notion. Tous les enfants n'avançant pas de la même façon en ceinture de compétences, je n'ai pas pu les valider tout au long de l'année, mais ils ont tous travaillé toutes les notions. Donc, en fin d'année, je leur propose un très gros bilan où je reprends toutes les compétences importantes en français et en mathématiques, ce qui me permet de leur montrer que même si on n'a pas évalué régulièrement, ils n'ont pas travaillé pour rien et ils savent faire des choses. On n'en a pas parlé officiellement, mais c'est acquis et on peut avancer. Ils peuvent passer dans le niveau suivant avec euh, ce qui est attendu en fin d'année. D'ailleurs, depuis que je fais ça, eh bien, j'ai constaté que sur mes évaluations de fin d'année, mes résultats sont bien meilleurs que quand je faisais mes cours classiques. Voilà. Alors, moi, Est-ce que... juste vas-y. pour dire ça, moi, j'ai un fonctionnement quand même beaucoup plus classique où en fait mes leçons, elles sont programmées au fur et à mesure de l'année et notamment tout ce qui est lié aux évaluations, ils vont pouvoir passer à la ceinture puis après avoir fait d'une certaine manière le travail de leçon. Alors avec un petit décalage, mais mes ceintures et mes leçons sont vraiment liées et ça va se faire que dans une sorte de suite. Ce qui fait qu'on peut avoir tout un tas de fonctionnements différents.
en fonction de ce qu'on avait déjà ou ce qu'on faisait déjà avant dans la classe. C'est aussi ça qui compte. C'est qu'on part pas d'une page blanche, mais on utilise ce qu'on avait déjà ou ce qu'on aime faire. Ouais. Je vois, Roman, ce que tu voudrais, nos emplois du temps. Alors moi, cette année, ça me pose énormément de problèmes, cet emploi du temps. J'ai essayé de le faire pour qu'au niveau institutionnel, je sois dans les clous au niveau des horaires. Et finalement, eh bien, comme on marche par projet, donc classe inversée ou pas classe inversée, la pédagogie de projet complique un petit peu les choses parce que c'est difficile de quantifier les horaires qu'on destine précisément à chaque domaine. En plus, les besoins arrivent en fonction des projets, donc il se peut qu'on fasse beaucoup de maths à un moment, ou beaucoup de français, ou beaucoup de... Et puis, oui, c'est un vrai problème pour moi, cet emploi du temps. Si j'en avais pas, à la limite, je me dirais que ça me simplifierait la vie. Bon, ça permet aux enfants quand même d'avoir certains repères. Ils savent qu'à tel moment, on va faire plutôt telle matière, mais que ça peut être chamboulé n'importe quand. Je sais pas pour toi, Julien. Bah, moi, c'est pareil, sauf que j'ai généralement, et je le mettrai à ce moment-là, j'ai quand même un temps qui est dédié à ça tous les jours de français mathématiques, où les élèves ayant du double niveau, je vais avoir un temps d'une heure et demie, où les élèves vont être soit avec moi en termes d'activité sur les ateliers, la présentation, soit ils vont être en autonomie sur leur plan de travail. Donc pendant 40 minutes, ça va être ça. Et puis les deuxièmes parties de 40 à 50 minutes, là, et c'est là l'intérêt de la pédagogie inversée, c'est que je suis complètement disponible pour toute la classe. Et les élèves étant en autonomie, certains vont être sur des évaluations, d'autres de la préparation de ceinture, d'autres des exercices, d'autres des créations d'outils, il y a des projets ou autres. Et en fait, je suis disponible pour tous ceux qui vont en avoir besoin. Je peux aider en fonction des ratés, je peux aider parce qu'il y a un problème de consigne, mais c'est aussi les élèves qui s'aident entre eux, mais ça permet de gagner du temps. En fait, j'ai du temps disponible pour les élèves. Alors moi, je suis assise au fond de la classe, et puis ben régulièrement, personne n'a besoin de moi. Donc ça perturbe assez les élèves. Et j'ai un élève l'année dernière, dans 4 mois, qui a dit à sa maman tous les jours, et ben la maîtresse, elle a encore rien foutu aujourd'hui. Donc c'est quand même un changement de position qui est assez compliqué à gérer pour les élèves, pour les parents surtout, parce qu'ils se disent, bah mince, pourquoi elle est là? Et en fait, non, parce que comme ils collaborent entre eux, et bien finalement, nous, on est l'ultime recours à leurs besoins, et on préfère qu'ils trouvent la solution d'abord entre eux pour ensuite venir les aider. C'est plutôt du technique ou de la manipulation après. Moi, quand ils viennent vers moi, c'est vraiment pour ça en fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour ce point-là ou on peut continuer? Non? Allez, on continue. Alors, voilà. Donc là, on vous a présenté un petit peu le type traditionnel de ce que c'est que la classe inversée. Et généralement, les gens entrent par cette voie-là. Et au fur et à mesure, on se détend un petit peu et on se permet de transposer ça dans des projets. Et donc, l'objectif, c'est que l'enfant, il devienne l'enseignant. Donc, c'est lui qui va construire son cours et c'est lui qui va fournir aux autres élèves les supports pour travailler. Donc, je ne sais plus ce que j'ai mis après. Ils construisent des leçons ou des exercices pour eux-mêmes, déjà pour vérifier qu'ils ont bien compris. Pour d'autres élèves, donc les élèves de la classe, c'est-à-dire que moi, souvent, j'ai des élèves qui vont très très vite et d'autres qui sont dans le besoin. Donc les élèves qui vont très vite, à un moment, ils me disent, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je dis, ben, fais-toi une petite pause, regarde, Pierre a besoin d'un exercice sur telle compétence et tu ne voudrais pas le construire pour l'aider à avancer tout seul. Donc, pour eux, c'était un exercice extrêmement difficile, compliqué, qui fait appel à beaucoup de compétences. Et donc, ils se rendent service en même temps qu'ils rendent service aux autres. Donc, le projet Miniflip, donc je ne vais pas m'étendre puisque Julien va vous le présenter après. Et puis, sur des classes qui collaborent sur un même projet. Par exemple, avec Julien et Amanda, nous, on participe à un projet qui s'appelle Mind City. Et chaque classe travaille sur un domaine. Il va falloir que les élèves construisent des capsules et des leçons sur le domaine de recherche qu'ils ont eu pour transmettre les informations et faire la classe aux deux autres classes. Sinon, ce sera impossible à gérer et on a quand même un problème de programme à respecter, hein, puisque c'est le contrat qu'on a tous, hein, on est tous confrontés à ça. Donc cette classe renversée, elle va prendre différentes façons de se matérialiser dans la classe et je vais vous les expliquer après dans la tâche complexe.
Voilà. Et voilà, maintenant. Donc, la tâche complexe. Alors, la tâche complexe, c'est une tâche qui met en œuvre une combinaison de plusieurs procédures simples, automatisées et connues. Elle nécessite l'élaboration par l'élève d'une stratégie et non pas d'une unique solution externe attendue. Il y a beaucoup de voies pour arriver au même résultat. Et fait appel à plusieurs ressources. Une tâche complexe ne se réduit pas à l'application d'une procédure automatisée. Et c'est pas parce que c'est complexe que c'est compliqué. Alors moi, je différencie la tâche complexe. Il y en a deux sortes, à mon avis. Il y a la tâche complexe que tout le monde propose à ses élèves, euh, comme celle de la résolution de problèmes, les problèmes à étapes, par exemple, où l'enfant, il doit y aller progressivement. Parfois, il va être obligé de mettre en place une stratégie sur la multiplication, parfois la division, reprendre des informations qu'il a déjà trouvées pour pouvoir franchir l'étape et avancer. Dans ces tâches complexes, on peut aussi intégrer la création de jeux, comme on l'a dit, la création de capsules. Donc, on demande aux enfants de créer des vidéos pour d'autres enfants, la création d'exercices ou d'affiches. Enfin, il y en a tout un tas différentes. Sur mon blog, vous pouvez trouver une présentation de tâches complexes, de la tâche la moins numérique à la plus numérique, ce qui répond à la question du problème du numérique quand on est très peu équipé. On peut fabriquer des livres, des affiches, des labbooks, ce sont des affiches augmentées où les gens tirent des petites languettes, ils obtiennent des réponses à des questions et l'affiche devient interactive. Ces tâches complexes-là, on peut les intégrer à n'importe quel moment et dans n'importe quelle pédagogie en réinvestissement. Après, il existe aussi, et nous on en parle beaucoup en classe inversée, c'est la tâche complexe qu'on appelle la TACO. Et là, c'est à mon avis encore plus général et plus global. C'est-à-dire qu'on donne une mission à un élève qui n'est plus que la fabrication d'un jeu ou que la fabrication d'une capsule, mais qui est un défi à relever au niveau d'une notion. Par exemple, l'année dernière, j'ai posé une seule question en histoire à mes élèves. Je leur ai donné et j'aurais dit qu'on avait été embauché par Un Jour Une Actu et qu'il fallait qu'on présente un numéro du journal. Et le thème, c'est pourquoi avons-nous aujourd'hui un président de la République? Là, je leur ai fourni 6 documents sans aucune question. Et je leur ai dit, ben maintenant, il faut qu'on réponde à la question, pourquoi avons-nous un président aujourd'hui? Et là, ils sont restés perplexes devant mes documents, forcément. Et évidemment, on les accompagne une fois. Et donc, on y va. Pourquoi est-ce que je vous ai donné ces documents? Quel peut être le lien entre le texte et ma question? Avez-vous d'abord, vous, des questions à vous poser suite au défi que je vous lance? Et donc, les enfants, on a listé leurs questions. Qu'est-ce qu'un président? À quoi ça sert? Puisqu'évidemment, on ne peut pas justifier son existence sans se poser la question de son rôle. Et puis ensuite, document par document, on a essayé de les mettre en lien. Ils se sont posés des questions, ils ont échangé. Et puis, on a fini par traiter 5 chapitres, aussi bien en éducation morale et civique qu'en histoire, et faire un vrai journal. Et ils avaient ensemble résolu mon dilemme. Et moi, je suis juste venue apporter des documents supplémentaires ou des informations. Je les ai guidés dans l'étude de leurs documents et il n'y avait aucune question de lecture particulière. Donc pour moi, ça, c'est une mission. Il en existe de plus en plus. Il y a aussi maintenant les escape games où les enfants sont coincés dans une pièce, ils ont des missions à résoudre pour en sortir. Enfin, c'est vraiment extrêmement varié. On peut se donner des missions très courtes et tranquilles dans le sens où ça nous conforte et on ne se met pas trop en danger. Et puis on peut prendre beaucoup de risques en leur demandant des choses très très abouties et très poussées. Voilà. J'avais fait le procès de Napoléon, donc la classe était divisée en deux parties. Ceux qui voulaient sauver Napoléon, ceux qui l'accusaient, pourquoi, donc trouver des arguments, les mettre en voie, faire des vidéos, faire un vrai procès. Enfin, cette année, on est en train de faire un projet de ville moderne, donc il faut qu'il modélise sur Mindtest la ville et qu'il l'explique, donc il faut trouver les informations et ainsi de suite. Avec Romance, ici présente l'année dernière, on a fait des maquettes pour expliquer les aménagements qu'on souhaiterait dans une classe, dans notre école. Donc, il a fallu travailler sur la ville, chercher des informations sur les problèmes qu'on y rencontre et ainsi de suite. Voilà.
Euh, Est-ce que vous avez des questions sur les tâches complexes? Parce que l'heure avance. Non? Bah, Alors, je vois alors, qu'il est je vais marqué dans prendre. le chat, s'aventurier, bâtisseur du possible. Effectivement, c'est un appui extrêmement solide. Je ne sais pas si vous connaissez. Tu veux le présenter, Julien? Je vais tousser. Bah, non, mais en fait, le principe des aventuriers, alors c'est le fait de partir, enfin, c'est dans l'école de la recherche, alors Romance pourra peut-être plus détailler aussi, c'est de partir d'un sujet qui nous intéresse et puis de travailler avec un scientifique pour essayer de problématiser quelque chose et de trouver des réponses et que les élèves produisent quelque chose et fassent le travail d'un chercheur. Donc ça, c'est typiquement un projet qui peut amener à ce que les élèves produisent des choses pour eux, mais pour les autres, et notamment pour diffuser aux familles, à l'extérieur, partager. Et alors, c'est aussi parce qu'on le fait aussi, enfin, on le pratique pas mal. On a le fait d'avoir une tweet class. Alors, il y en a d'autres qui en ont ici, là, par exemple, aujourd'hui. Mais l'intérêt, c'est que c'est aussi un vecteur pour passer les informations, partager ces choses-là. Et c'est généralement quelque chose qui est valorisant pour les élèves, où ils se rendent compte que ce qu'ils font, ils ne le font pas pour eux, ils le font pour d'autres, et c'est très motivant. Alors, oui, il y a tout un tas de MOOC sur les aventuriers. D'ailleurs, ils en sortent beaucoup. Alors, on va faire un peu de pub, Sandrine. D'ici un mois et demi, ils vont en sortir un spécial sur les villes et il y aura notre tête dedans, puisqu'on a été voilà. Donc il y en a sur tous les sujets. Donc ça peut être des choses très scientifiques, l'astronomie, ça peut être la ville, ça peut être le droit, ça peut être tout un tas de choses. Et c'est des choses, alors c'est à suivre parce que les inscriptions, ça se fait assez rapidement au mois de mai, mais c'est des sujets qui peuvent être très intéressants si on a envie de se lancer. Alors, moi, je vais reprendre la suite de ce que disait Sandrine. Et au niveau de la tâche complexe, vous présentez par rapport à une tâche complexe quelque chose qui est entre les deux. C'est en fait, on va être dans un investissement, mais on va motiver les élèves un petit peu plus. Et c'est un projet qui s'appelle le projet Miniflip, alors qui a été lancé il y a 2 ans par Soledad Garnier, qui est là, ouais, ça marche pas, qui est là, alors que vous connaissez peut-être si vous êtes sur Twitter, qui s'appelle le Niji sur Twitter, qui a un site et un blog où elle présente son travail aussi. Et son projet, ça a été, ayant commencé la classe inversée il y a 5 ans, bah, c'est avec le temps se dire que, bah, que les élèves produisent pour la maîtresse ou produisent pour les autres élèves, c'était intéressant et pas toujours très motivant. Et elle est arrivée à l'idée que on pouvait créer et produire pour d'autres et peut-être avec un objectif final important. Et là, son idée, alors le projet, c'est de dire, ben, on va produire des parcours d'apprentissage, donc des capsules, des exercices, des choses que peuvent être utilisées par des élèves pour apprendre. Et ces élèves, c'est des élèves qui ne sont pas forcément en classe. Donc ça peut être des élèves déscolarisés ou hospitalisés. Et elle a donc créé un blog qui s'appelle le blog Miniflip, où au départ, c'est les élèves ont commencé à construire des parcours d'apprentissage. Donc, à la suite d'une notion, ils ont créé une petite vidéo faite par les élèves pour expliquer à d'autres élèves. Ils ont pu créer des exercices ou ils ont pu créer des choses que les élèves pouvaient utiliser pour mieux comprendre la notion. Et depuis cette année, c'est ouvert à tout un tas de classes qui peuvent proposer leur parcours et les mettre en ligne pour d'autres élèves ou pour des élèves déscolarisés. Donc, l'intérêt, c'est que par rapport à ce que disait Sandrine tout à l'heure, c'est que les élèves, ils sont dans quelque chose qui les motive parce qu'ils savent qu'ils ne font pas pour eux, mais ils font pour les autres. Et c'est généralement le moteur d'un certain nombre de ces projets-là, c'est qu'ils le font en se disant que ça va être vu, lu, partagé, discuté, que ça va être aimé. Et c'est quelque chose qui les motive énormément. Alors, dans la pratique, euh, c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure Sandrine. Le projet général, c'est de dire si tu sais pas, demande, si tu sais, partage. Et ça va être des tâches qu'on peut accomplir, que présenter tout à l'heure. Euh, Juste une petite seconde. J'ai un coup de téléphone, je coupe le téléphone. Donc, c'est créer une capsule, donc une petite vidéo avec une tablette ou avec un appareil photo, alors de manière simple au départ et puis peut-être avec du matériel après. Ça peut être aussi, et nous on le fait en classe, c'est avoir une carte mentale et avoir quelque chose de bien joli présenté et qui peut être utilisé, ou ça peut être créer un exercice, alors de type QCM ou des exercices à trous et des choses variées. Donc ça c'est le principe de départ.
Et c'est ce que disait tout à l'heure Sandrine. Et puis, bah, moi, cette année, je me suis lancé et mes élèves, en fait, toutes les semaines, quand on fait une leçon, alors peut-être pas toutes les semaines, c'est pas toujours évident, vont à la suite de la leçon, je vais les tester et je vais organiser la classe, je vais voir un petit peu qui a compris, qui n'a pas compris, et je vais organiser les élèves, et c'est là le principe de Soledad, c'est que on va organiser les élèves par binôme, un binôme qui sera fait de 2 élèves, un expert des stratégies, qui en fait sera un élève qui a très bien compris la notion et qui va être capable de voir comment, où sont les difficultés, à quoi il faut penser quand on fait un exercice ou quand il faut expliquer la notion. Et puis un expert des erreurs qui sera en fait celui qui va avoir généralement des difficultés, qui a des mauvaises stratégies, qui ne sait pas trop comment faire, qui fait des erreurs et va pouvoir en discussion avec l'autre, en collaboration, se dire comment créer quelque chose qui va aider d'autres élèves. Alors, pour ma part, j'ai pas encore l'occasion de travailler sur des petits tutos parce que c'est pas toujours évident techniquement. Mais cette année, je me suis lancé, j'en ai fait déjà une trentaine depuis le début de l'année. Mes élèves, alors c'est pas moi, c'est mes élèves. Euh, bah, quand ils sont mis en binôme, dans leur temps de la semaine, quand ils ont fini un certain nombre de travaux, ils se regroupent selon ce qui a été prévu en termes de binôme. Et puis sur une feuille que je leur donne, ils vont pouvoir créer un exercice, l'écrire, penser à la consigne, penser à la difficulté de l'exercice, proposer des choses à remplir, et puis systématiquement proposer la correction. Et l'intérêt, c'est que les élèves sont obligés de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il faut retenir, quelles sont les difficultés, à quoi faire attention, vont me le proposer, et dans un deuxième temps, alors moi c'est possible maintenant, sur le site de la classe, vont les rentrer et ils vont être proposés. Alors dans les liens, je vous montrerai une page de mon site de classe, il y a les choses, il y a la vidéo, et à la fin, il y a des exercices qui ont été créés par les élèves eux-mêmes. Donc l'intérêt, c'est de les partager, et notamment tout ce qui sera fait là, maintenant avec Miniflip, c'est de se dire, c'est pas que dans un site, mais ça va être partagé pour d'autres élèves. Et ça peut être fait par tout un tas de classes, et l'objectif de Soledad derrière, c'est de dire que bah, ça peut être fait pour dans le primaire, mais aussi dans le secondaire. Alors, derrière, ça fait travailler beaucoup de choses, et notamment, les élèves sont dans la situation où ils doivent réfléchir aux erreurs, comment les éviter, réfléchir à, bah, je me pose une question, je mets une difficulté, je dois être capable, moi, de répondre correctement et de voir qu'est-ce qui va gêner les autres, en quoi ils peuvent être en difficulté et comment les aider. Et puis, c'est systématiquement un travail où les élèves coopèrent. Donc, ils ont déjà fait souvent dans les ateliers, mais là, de fait, ils sont encore obligés de le faire pour arriver à créer quelque chose. Et dans la pratique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on va passer de l'évaluation formative où on voit un petit peu les élèves, on les organise en experts des stratégies obstacles ou des erreurs, et puis ils vont créer leur contenu. Alors, je ne sais pas si on peut bien zoomer à droite, mais vous avez ma fiche de présentation où les élèves vont se noter, vont mettre la leçon, vont dire le niveau de difficulté. Et ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire, c'est dire bah, c'est simple, c'est moyen ou c'est difficile. Et puis, ils vont ensuite choisir, puisque moi, c'est sur le site avec des animations H5P, ils peuvent choisir si c'est un texte à trous, si c'est quelque chose où il faut surligner, si c'est des petits QCM, voilà. Donc, ils peuvent choisir le type d'exercice et ils le construisent et ils me le proposent avant de le taper. Et systématiquement, ils doivent mettre la correction et ils peuvent même aller plus loin en mettant l'explication de l'erreur, en disant bah, tu as faux parce que tu as peut-être oublié telle chose. Donc c'est quelque chose qui est envisageable sur ces outils-là. Et l'intérêt, c'est qu'on va plus loin, on ne fait pas que pour soi, on ne fait pas que pour les élèves, mais on sait que l'objectif, c'est pour d'autres, c'est pour être partagé. Et moi, j'étais étonné parce que en début d'année, c'était quelque chose qu'ils faisaient quand ils avaient du temps à la fin, et que c'est quelque chose qui maintenant se fait naturellement. Les élèves, dès qu'ils ont un temps libre, ils vont récupérer leurs informations et ils vont se lancer pour travailler. Des fois, ils sont un petit peu gênés parce qu'ils attendent un autre qui est en train de travailler, mais c'est quelque chose qui les motive énormément. Le fait de faire pour d'autres, et c'est c'est une des particularités de tous ces projets liés à la pédagogie inversée, c'est qu'on ne fait pas que pour soi, mais on fait pour partager, pour aider, et notamment aussi dans la classe, le fait d'expliquer à un autre ce qu'on a compris, le tutorat, l'aide, l'entraide, c'est quelque chose qui fait que bah, ça ancre la notion, puisqu'en fait, au lieu de juste s'entraîner par des exercices, on réfléchit à la notion, on réfléchit à comment il faut la comprendre, comment il faut la faire passer, quelles sont les difficultés, les erreurs, et de fait, les élèves, et ce que disait Sandrine tout à l'heure, bah, avec le temps, on a l'impression qu'ils maîtrisent quand même mieux la notion parce qu'elle est beaucoup plus ancrée. Ils l'ont discuté, ils l'ont argumenté, ils en ont parlé avec leurs camarades et ils ont créé quelque chose. Et moi, cette année, par exemple, je ne fais plus que Miniflip et j'ai laissé tomber les exercices sur cahier d'application de manuel. Donc, je vais avoir des exercices d'entraînement rituel en termes de gamme, où ils vont revenir sur des notions antérieures,
mais sur une leçon, je ne fais plus d'exercices, de pratique. Au contraire, je les fais créer ces exercices. Voilà. Donc ça, c'est la particularité et le changement que j'ai pas réussi à faire tout de suite, mais que j'ai décidé de faire cette année. Et l'occasion de se greffer sur le projet de Soledad Miniflip. Alors, l'avant-dernière partie, Je on va rebondis parler. sur ce que tu dis 2 minutes. Oui, oui, C'est il n'y a pas de important ce que souci. tu viens de dire, juste euh, pour les personnes qui veulent se lancer, il faut bien se dire qu'il faut y aller étape par étape. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un seul coup tout changer. C'est perturbant et il faut quand même se rassurer et faire en fonction de la façon dont on vit chaque étape. On vit une étape, on s'aperçoit des difficultés, on essaye d'y remédier pour ensuite aller un petit peu plus loin. Surtout, ne pas se dire qu'on va arriver à tout faire d'un coup parce que là, c'est prendre le risque de lâcher prise et d'être dépassé par la situation et de se dire qu'on est incompétent alors que c'est pas du tout un problème de compétence. Excuse-moi. Alors, de toute façon, ça va être à toi de répondre puisqu'on va parler, alors je pense assez rapidement de tout ce qui est lié aux ressources et tout ce qui est les ressources dont on va parler, on va surtout les mettre en lien parce que ces ressources, c'est plutôt des choses que vous pouvez découvrir en dehors Oui. pour vous aider à vous lancer ou savoir un petit peu où chercher. Je te laisse les présenter, Sandrine. Oui, alors on n'en a mis que quelques-unes. Forcément, les gens qui sont connectés vont en connaître beaucoup d'autres. Donc, déjà, le site de madameflip.com qui est quand même une référence. Vous y trouvez des capsules sur tous les sujets. Elle propose des exercices. Elle a une partie qui est ouverte au public, une partie qui est réservée à ses élèves, enfin ses anciens élèves, puisque aujourd'hui elle n'a plus de classe. Il y avait, tiens, mon blog à moi disparu. Le Oui, site, le site de Julien, donc Julien, Supermaître. Comment? C'est quand j'ai fait la mise. c'est pas de ma faute, j'ai rien touché, hein. Non, c'est moi, j'ai rajouté le site de Madame Flip et du coup j'ai viré mon blog. Bon, c'est pas grave. Donc le site de Julien qui est destiné aux collègues, hein, c'est ça, Julien? Oui, oui, oui. Oui, Mais de toute façon, on remettra les liens après, hein. oui. Et du coup, moi j'ai un site également qui n'a pas la même vocation forcément, c'est monblogdeclasse.net, ça s'appelle. Où c'est vraiment un site destiné d'abord aux élèves, où je rajoute quelques notions pédagogiques en marge pour les parents ou pour certains collègues. Mais du coup, je présente tous les projets de mes élèves, je leur donne tous les exercices. C'est vraiment notre outil de communication. Vous avez des ressources, là aussi, ça a tout disparu. Alors, je ne sais pas, c'est quand on l'a importé. Donc avec Frédéric qui est ici, on a créé un Padlet numérique où on essaye de recenser des vidéos, on l'approvisionne, donc Fred a donné la majorité des vidéos qui permettent de donner les devoirs à la maison. On a essayé de faire ce Padlet. Donc un Padlet, c'est un mur numérique sur lequel on peut insérer tout un tas de documents. Des documents Word, des PDF, des animations, des liens. Et c'était destiné à éviter de perdre du temps à chercher sur YouTube sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tiens, Romance aussi avait participé aussi. Voilà, il y a Canopé qui propose des fondamentaux, donc ils l'enrichissent tout le temps, tout le temps. Au départ, c'était un peu limité puisque c'était plutôt destiné à des notions de cycle 2. Et là, maintenant, on arrive à des notions complètes cycle 3. Donc, on parlait du matériel de classe, forcément, les jeux, tout ce qui. Donc, il y a plein de sites sur Internet. Hein, Lily aime sa classe, Lala aime sa classe, Charivari, il existe des tas de choses qui permettent de donner des appuis en classe. Et puis, les collègues. C'est-à-dire que discuter avec les collègues proches ou les collègues en ligne via différents réseaux sociaux, c'est extrêmement important parce que ça permet de parler des situations qui nous ont semblé complexes, de trouver des solutions ensemble à des difficultés qu'on n'arrive pas à dépasser seul. Ça permet aussi, et c'est important, d'échanger des choses, des réussites, parce que on n'est pas forcément toujours mis en valeur et toujours, par les élèves, on n'a pas forcément un retour sympa de ce qu'on fait. Donc parfois, se dire que les collègues sont assez d'accord avec ce qu'on propose et leur présenter une réussite, c'est sympa. En plus, une réussite peut toujours être améliorée.
Donc, le point de vue de quelqu'un d'autre va me permettre d'enrichir. Tu veux dire? Au revoir. Ah, pardon. Si, juste Au Romance revoir, qui s'en va, Romance. tu es obligé de partir. Ah, moi, je Voilà, suis et obligée, moi puis tous, alors. à bientôt. Et puis, bah, évidemment, comme l'a dit Julien au départ, vous avez l'association. Si vous ne savez pas à qui vous adresser, eh bien, vous serez forcément redirigé vers quelqu'un qui a les compétences qui vous manquent. Donc, cette personne-là, elle est toute disposée à vous aider, généralement, soit en termes de conseils, soit en termes de documents, de support ou de réflexion au niveau de l'organisation. Et puis, eh ben, on peut se déplacer parfois si on n'est pas trop loin pour échanger ou pour voir dans les classes. Voilà au niveau des outils. Mais forcément, vous en connaissez d'autres, hein. Tous les outils sont bons. Pour les capsules aussi, on avait eu la question, est-ce que c'est nous qui les construisons? Bah, personnellement, j'en construis certaines et je les construis que lorsque j'ai pas trouvé ce que je veux sur les capsules des autres personnes. Les premières capsules que j'ai faites, elles m'ont pris 3 heures. Donc 3 heures tous les jours, c'est énorme. Aujourd'hui, avec l'expérience, je diminue le temps de fabrication. Je suis à 40 minutes euh, entre la conception et la réalisation. Mais si en 5 minutes, je trouve un support qui me convient, je ne vais pas m'amuser à construire une capsule pour rien. Après, il y a des collègues qui font le choix de Et toujours construire leur capsule. Mais ça, c'est personnel. alors, juste pour répondre à ça, concernant les outils, sur le site de l'association, il y a des explications sur quels outils on peut utiliser. Parce qu'en fait, on va chacun avoir un outil qui nous permet de construire nos vidéos et c'est pas forcément chacun le même. Donc c'est vrai qu'après, il y a aussi des supports qu'on a l'habitude d'utiliser. Et pour revenir à ce que disait Sandrine, moi par exemple, j'ai choisi de tout construire personnellement parce que je trouvais que les choses me plaisaient pas forcément et j'avais pas trouvé les choses qui me convenaient, mais il y a des choses qui peuvent convenir à d'autres. Voilà. Donc l'intérêt, c'est de se trouver ce qui nous plaît et puis peut-être pas, comme disait Sandrine, pas forcément vouloir tout faire d'un coup, mais faire à un moment donné, s'essayer, peut-être bien préparer quelque chose et puis voir ce qui tourne pas et se laisser le temps d'essayer. Et puis tout ce qui est technique, là, il y a des personnes qui peuvent vous faire gagner du temps. Voilà. C'est sûr. Et puis les outils pour fabriquer les capsules, on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup. Ils sont vraiment diversifiés et il y en a en ligne, il y en a pas en ligne. Le PowerPoint tant décrié, moi j'adore. En plus, j'ai une très mauvaise connexion Internet, donc je ne peux pas créer mes capsules en ligne. Et maintenant, on peut faire de très belles choses assez facilement. Il faut essayer, quoi. Il faut oser se lancer un petit peu, mais on n'est pas obligé. Il y a une collègue sur Macon, elle fonctionne en classe inversée. Elle n'utilise que les capsules de Soledad. Et ça lui convient très très bien. Donc après, il suffit dans les ateliers de dire, bah voilà, dans cette capsule, telle partie de la leçon n'a pas été abordée, nous on va la compléter, ou bah là, on va corriger, eux ils appellent ça comme ça, nous dans l'école on appelle ça comme ça, et ça passe tout seul, il n'y a pas de problème. Juste, nous on a été limité sur les capsules québécoises où les enfants n'avaient pas tendance à tout comprendre, donc ils rigolaient plus qu'ils n'arrivaient à travailler. Voilà. Et ce qui est vrai, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si on vous mettra des liens de vidéos, mais il y en a quand même tout un tas. Je pense que sur une notion, on peut déjà trouver 5 ou 6 personnes qui ont proposé des choses. Donc, on peut se retrouver soit dans sa pratique, dans une manière de faire ou dans une présentation qui va correspondre à ce qu'on veut en faire après. Voilà. Donc, on n'a pas forcément besoin de se lancer et tout refaire de son côté. C'est ça aussi la chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de ressources qui peuvent être utilisées et il y en a beaucoup qui sont refaites ou qui sont partagées. Donc, c'est ça l'intérêt. C'est de pouvoir, des fois, laisser un petit peu cet aspect très technique qui peut des fois un peu rebuter et puis se lancer plutôt sur le concret et la réalité de la classe au quotidien. Voilà. Tout à fait. Et Alors, donc après, on va conclure, oui, voilà, on va conclure sur. Alors, c'est aussi nous, nos retours concernant tout ce qui peut être les atouts et les freins. Donc, ça revient un petit peu sur ce qu'on mettait au début. Et alors, vous avez vu, on a mis classe inversée maintenant au pluriel, puisque c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'en fait, il y a autant de classes inversées qu'il y a d'enseignants. Et c'est vrai qu'il y a des atouts, il y a des freins, que ce soit pour les enseignants ou pour les élèves. Alors, pour les élèves, c'est ce qu'on a un petit peu expliqué durant tout le webinaire, c'est le fait que les élèves sont impliqués, donc motivés, qu'ils sont actifs, et que ce n'est pas une activité de façade, puisqu'ils sont obligés de produire quelque chose, qu'on favorise tout ce qui est lié à la coopération, à la confrontation, et qu'on va avoir
la possibilité de personnaliser, d'adapter, de différencier un certain nombre de discours, discussions, de travaux en fonction des élèves. Et comme le disait très bien Sandrine tout à l'heure, tout ce qui est lié à l'erreur, où on va avoir un retour immédiat. Ce n'est pas le cahier qui va être corrigé pour le lendemain ou la semaine d'après, mais ça va être un retour direct, j'ai juste, j'ai faux, pourquoi, et on en discute. Après, pour les élèves, les freins, alors c'est quelque chose qui peut être un petit peu difficile, c'est d'entrer dans cette situation. Ils ont eu un fonctionnement avant dans d'autres classes assez standard, ça peut être un petit peu difficile pour rentrer dedans. Et c'est des fois quelque chose qui peut être gênant pour des très bons élèves parce qu'ils sont plus. C'est un système qui paraît un peu moins scolaire pour eux et ils ont pris des habitudes, ça peut être un petit peu compliqué. Et puis il y a un On autre les frein met qui peut face à être des nouvelles quelque chose qui compétences. apparaissait dans la question. Excuse-moi. Oui, Je dis, on c'est les met exactement face à ça. des nouvelles exigences Et c'est et difficile. du coup, pour eux, on les sort de leur petite routine rassurante. Et ça, c'est très compliqué à gérer pour les enfants et surtout pour les parents. C'est-à-dire que d'un seul coup, les enfants n'ont plus les bons résultats qu'ils avaient au début. Mais simplement, c'est le temps de l'adaptation. Et ça, les parents, ils craignent assez. Et c'est vrai que les parents, généralement, peuvent avoir un petit peu une appréhension au début. Et c'est aussi quelque chose auquel il faut penser. Moi, je m'en étais pas rendu compte, mais j'ai fait attention là cette année. C'est que si les parents sont prévenus en amont, s'ils sont invités pour papa à venir ou à découvrir comment ça fonctionne et à présenter très tôt en début d'année, c'est aussi quelque chose qu'ils perçoivent et ils voient ensuite tout l'intérêt. Par contre, il faut que ça soit très clair avec eux pour que les avoir de notre côté et pas contre nous. Voilà, c'est aussi ça, parce qu'ils se rendent compte que c'est un atout pour eux, pour leurs enfants, qui peuvent avoir accès à des choses en dehors de l'école et ils peuvent retrouver des éléments en dehors de la classe. Quoi. Et puis, c'est quelque chose que disait tout à l'heure Sandrine, pour apprendre des nouvelles compétences, ben, ça s'apprend de coopérer, de collaborer, de travailler en groupe. Ça génère notamment du bruit. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, le bruit pédagogique, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une classe qui va être tout le temps silencieuse. Donc ça demande de s'adapter, ça demande aussi, et c'est le cas dans tout ce qui est lié à la coopération, ça demande de réfléchir à ça, c'est de pouvoir en discuter dans la classe à un moment donné en disant bah, comment on fait pour savoir s'il y a trop de bruit, pas assez de bruit, comment on le décide, qu'est-ce qu'on va accepter ou pas. Et généralement, les enfants se rendent compte que ce qu'ils reprochent aux autres en termes de bruit, bah, font exactement la même chose. Et en fait, ils acceptent plus facilement quand ils perçoivent qu'eux sont dans cette posture des fois, font aussi du bruit. Et puis, alors, pour les enseignants, alors on l'a un petit peu présenté tout à l'heure, c'est dire qu'en fait, bah, étant donné que la posture magistrale est beaucoup moins importante, qu'elle est rattachée à que du temps avec les élèves, on va être beaucoup plus disponible pour eux. On va pouvoir aussi, par les ateliers, mais par aussi des travaux différenciés. Puis, bah, moi, c'est aussi quelque chose que je vis au quotidien, et c'est ce que disait, c'est ce que disait Sandrine, c'est qu'en fait, bah, on n'est plus dans une routine pédagogique, on est dans quelque chose où bah, du jour au lendemain, on va, ou même d'une heure à l'autre, on va intervenir pour aider sur des besoins particuliers, sur un élève sur un point. Alors, non, ça demande des fois de jongler, hein, parce qu'on passe d'un sujet à un autre en 2 minutes, mais c'est intéressant et ça évite d'être dans quelque chose où on ne se sent pas bien. Et c'est vrai on passe aussi, nous, dans une posture des fois magistrale où on est un peu passif, hein, où on récite, où on explique, mais à une posture où on est forcément actif et physiquement, puisqu'on n'est pas toujours face, mais on est aussi intellectuellement à toujours rebondir, à toujours intervenir, à réutiliser des choses. Et puis, les freins, alors on les a vus un petit peu, bah, c'est le fait de changer de posture, c'est pas évident. Et comme le disait Sandrine, si on commence tout doucement, qu'on essaye, et puis qu'on peut voir ce qui se passe, prendre du recul, ça peut être intéressant. Moi, j'ai remarqué aussi, mais c'est aussi le fait d'ouvrir les classes, c'est super intéressant d'avoir des personnes qui viennent nous voir, qui peuvent nous donner un avis, qui peuvent nous dire, tiens, j'ai vu ça, et on découvre des choses sur ce que nous, on ne voit pas, puisqu'on est en train de la vivre, la classe, et on n'a pas de recul, et ça peut être intéressant d'avoir du recul de quelqu'un, de l'école ou de quelqu'un d'autre, et moi, voilà, ce matin, c'est arrivé, il y a une personne qui est venue, elle a fait un compte-rendu et je me suis rendu compte que des élèves pensaient ça de mon fonctionnement d'une certaine manière et je n'en avais pas conscience. Et c'est super intéressant d'avoir un retour de quelqu'un. Et puis, bah, le fait est que forcément, vu qu'on change un petit peu de fonctionnement, ça demande un investissement assez important en termes de temps au départ pour se lancer. On a l'impression qu'on perd du temps, mais moi, j'ai l'impression aujourd'hui que j'en ai perdu à un moment donné, mais qu'aujourd'hui, j'en gagne. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de temps en dehors de la classe aussi pour j'ai moins de choses à préparer pour notamment tous ces projets qu'on va lancer. C'est-à-dire qu'on va être disponible pour d'autres choses et pas que notre leçon, mais pour d'autres projets. Et ça, par exemple, c'est intéressant parce que cette année, il y a beaucoup de projets qui prennent beaucoup de temps dans la classe et hors la classe. Et c'est vraiment super intéressant d'avoir un système qui tourne.
parce que j'ai pas à passer mon temps le soir à repréparer des choses. C'est quelque chose qui va se faire naturellement. Et puis après, alors la difficulté, c'est peut-être aussi de trouver son système en fonction de ce que d'autres ont fait. Mais on n'a pas, il n'y a pas de pédagogie parfaite, il n'y a pas de pédagogie inversée qui fonctionne systématiquement. Mais c'est d'avoir trouvé son système, sa manière de faire, et surtout qu'elle corresponde à son envie de, voilà, c'est comment on souhaite se mettre en place les choses, sachant qu'on va garder forcément des choses qu'on faisait avant, on va les améliorer et on va tout intégrer. Et l'intérêt, c'est qu'on fait une fusion, on est dans un patchwork où on va dire qu'est-ce que j'ai fait, comment je veux le faire, et ainsi de suite. Voilà. Moi, si je peux rajouter deux, trois choses, pour les enseignants aussi, ce qui est difficile, c'est d'échouer. On a du mal à se dire qu'on a raté. Donc, il faut accepter à des moments que nos séances, elles ne fonctionnent pas, et c'est pas forcément de notre faute. C'est-à-dire qu'on peut avoir prévu, mais bah voilà, le numérique est tombé en panne aujourd'hui, la séance, elle va pas. Et puis, les enfants, ils ont eu un événement dans l'école, mais comme dans toutes les séances qu'on peut proposer. Ce qui est plus difficile à gérer ici, c'est que comme on ne surveille pas la totalité de la classe, ben forcément, les élèves, ça peut dégénérer un petit peu plus vite. Au niveau aussi des élèves dans leur motivation, ce qui est important, je pense, c'est que quand on donne des séances classiques où on fait la leçon, on propose 3, 4 exercices et on les corrige après, les élèves en grande difficulté, ils sont, euh, ils sont vite découragés avant d'avoir commencé. Oh là là, il y a trop d'exercices au tableau, je vais jamais y arriver, alors que pourtant c'est à leur portée. Le fait de varier les supports comme on propose, soit dans les ateliers, soit par les ceintures, soit par les projets, alors, quand on fait les 4 ateliers, moi, je vois, si j'ai un élève qui décroche sur l'exercice du cahier, il n'aura pas travaillé 15 minutes sur l'heure. Alors que si je le fais en classe, il se peut qu'il n'ait pas écouté la leçon. Il n'ait pas réussi à faire les 3 exercices, mais il en aura peut-être fait un et à peine fini. Et il n'aura pas écouté la correction parce que pour lui, ça ne lui parle pas. Donc finalement, sur les 60 minutes, il aura réellement travaillé 5-10 minutes. Euh, et le fait de varier les supports pendant une séance, eh bien, ça permet toujours de les raccrocher. J'avais une collègue qui, quand elle est venue observer, elle m'a dit oui, mais regarde, lui, il ne travaille pas là. Et en fait, cet élève était en grande difficulté et forcément, comme elle était craintive vis-à-vis de cette. Elle était assez distante, ça ne lui convenait pas, cette pédagogie, ben, on remarque toujours ce qui ne convient pas. Et je lui dis oui, mais là, il n'a pas travaillé sur cet atelier, mais sur les autres, qu'est-ce qu'il a fait? Mais effectivement, il avait travaillé. Et quand je passais en frontal, il ne faisait rien. Donc, c'est aussi un moyen de raccrocher les élèves qui sont loin, si vous voulez. C'est motivant parce qu'on varie tout. Et je voulais dire une dernière chose au niveau du changement de posture, il faut accepter de leur faire confiance. On n'est plus le maître 100%, celui qui maîtrise tout. Et eux, ils sont doués d'une intelligence, ils sont force de proposition. Et quand quelque chose ne passe pas, ou quand la situation ne va pas, eh bien, l'analyser avec ses élèves, ça permet de trouver des solutions. Et alors, quand les solutions viennent d'eux, eh bien, c'est d'autant plus intéressant parce qu'ils s'investiront beaucoup plus sur la fois suivante. Voilà. Voilà, je voulais juste ajouter ça parce que j'y pense maintenant alors qu'on on n'avait pas évoqué quand on en avait discuté. Excuse-moi, Julien. Non, mais au contraire, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aurais même, enfin, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est exactement ça aussi. C'est le retour qu'on peut avoir pour les élèves. C'est quelque chose où ils se sentent valorisés et puis ça favorise l'autonomie, ça favorise la décision de groupe et c'est forcément quelque chose pour eux qui les intéresse. Voilà. Alors, nous, sur le principe, on a fini notre présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, peut-être même s'il y a des questions en termes de micro. Euh, de toute façon, on proposera l'enregistrement à revoir si vous le souhaitez. Et puis, on va essayer de bien faire notre boulot. On va vous faire un joli petit document en 1 ou 2 pages où on va mettre tous nos liens, des choses qu'on avait nous prévues, qu'on vous a montré, mais rapidement sans les liens. Et puis aussi ce qui a été demandé en termes de plan de travail ou d'emploi du temps qui existe ou qui n'existe pas. Ben, merci à toi, Fred. Et Merci à vous d'avoir assisté Et puis en tout cas, à la voilà, merci à présentation. vous d'être venu, d'avoir participé, d'avoir écouté. Puis peut-être après, si vous avez des questions, vous avez la possibilité de nous retrouver, alors soit sur les réseaux sociaux, soit via les mails. Et n'hésitez pas à renvoyer un message s'il y a quoi que ce soit. Ça permet aussi de pouvoir échanger puis revenir parce qu'il y a des questions qui sont peut-être pas arrivées là, qui vont arriver si on a envie de se lancer. Ça fait beaucoup de choses à enregistrer là d'un coup, hein.
Oui, mais merci beaucoup, c'était très intéressant en fait. Et si jamais vous avez l'occasion, nos classes sont ouvertes, alors pas que pendant la semaine de la CLIS, hein. Vous pouvez venir toute l'année, vous êtes les bienvenus, on se prévient à l'avance, de façon à ce que nous, on vous propose une situation qui corresponde à vos attentes. Et puis, n'hésitez pas, parfois les inspecteurs acceptent, quand il n'y a pas trop de gens à remplacer, qu'on puisse sortir de sa classe. D'ailleurs, moi, demain, j'accueille la collègue de Julien qui vient voir dans ma classe comment ça fonctionne pour comparer avec celle de Julien. Voilà. Je suis intéressée hein, personnellement. Eh ben, écoute, Ouais, je suis intéressée, je suis pas très loin en ben fait, oui. donc j'aimerais bien que ça se fasse. Eh ben, écoute, demande déjà si sur le Ouais, principe ton IEN est ça marche. d'accord. Et s'il est d'accord, on essaye de caler plusieurs dates Ouais, où je te proposerai une situation à un moment donné. Et ok. puis tu viens voir. Mais si c'est pas un atelier, ça peut être aussi une situation sur un projet, par exemple. De toute façon, vous aurez, D'accord, ok, ça marche. de toute façon, il y aura nos mails il y aura nos mails si vous voulez renvoyer des messages dans le mail qu'on vous enverra au cas où. D'accord. Et ça, c'est aussi Ok. intéressant, c'est de savoir que ça nous intéresse aussi, c'est que si vous vous lancez, ça peut être intéressant de savoir ce que vous faites. C'est aussi Mm. super enrichissant de découvrir ce que d'autres font. Et ça permet aussi de pouvoir échanger, de découvrir et se dire il y a des choses que d'autres font auxquelles on n'avait pas pensé. Et ça permet de s'enrichir mutuellement. C'est aussi l'intérêt, c'est de pouvoir s'enrichir mutuellement. Et notamment, là, juste pour terminer là-dessus, moi, je faisais d'une certaine manière, le fait de travailler avec Sandrine m'a permis de comprendre d'autres choses et de faire autrement. Et de travailler avec d'autres personnes, c'est souvent très enrichissant parce qu'on se rend compte qu'on gagne du temps. Mais inversement, hein, parce que Ouais. pour moi, c'est la même chose. D'ailleurs, je pensais, quand on parlait de Soledad, donc Soledad, elle gère pas la classe inversée du tout de la même façon que nous. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de plan de travail, elle n'a pas de ceinture de compétences, elle propose une situation de classe inversée comme on vous l'a présenté. Alors, ces ateliers sont un petit peu différents au niveau du temps, au niveau des contenus. Et la fois d'après, elle repropose des nouveaux ateliers et à chaque fois, elle note ce que les élèves font, leurs difficultés, et la différenciation, elle se fait qu'au cours d'atelier. Il n'y a plus jamais de situation transmissive classique. Mais elle n'a pas du tout de plan de travail. Dans l'association, la plupart des inverseurs tendent vers les plans de travail et les ceintures de compétences, mais il est complètement possible de fonctionner sans ça. Ok. Voilà. Et pour finir, en fait, c'est ce qu'on disait au tout début, le fait de parler de la classe inversée, c'est juste une porte d'entrée, hein, puisqu'au bout du compte, d'une certaine manière, on vous a présenté aussi tout un tas d'autres choses qu'on utilise en parallèle et qui sont liées. Et c'est aussi ça, le fait de découvrir les classes ou de discuter, c'est qu'on découvre des fois des outils que d'autres utilisent qui peuvent compléter tout à fait ce qu'on fait déjà. Et puis C'est si ça vous nous l'intérêt. arrêtez pas, on part sur la Twitté, on part sur Twilipos, sur Tweetcompte. Enfin, nous, on en a des heures à vous raconter, hein. Il y a un webinaire qui est en ligne, on regardera. C'est ça. Et, Voilà. et Ok. merci à tous et bonne continuation et Merci n'hésitez beaucoup. pas à via les mails. Ça marche. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne continuation. Et puis, ben, Au tu nous revoir. recontactes, Nathalie, quand tu veux venir. N'hésite pas. Avec plaisir, ouais. Ouais, Voilà. ouais, ça marche. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Et n'hésitez pas à voir sur Clermont-Ferrand, il y aura peut-être des choses. Oui, on va créer un groupe, quoi. On va créer un groupe. Voilà, bah, vous serez peut-être les précurseurs à ce moment-là. Vous serez le groupe qu'on verra dans les années à venir.